les travaux consacrés à l'histoire de chaque discipline tendent aujourd'hui à se multiplier. On se penche sur les grandes figures fondatrices, on étudie leurs œuvres, on édite leurs correspondances. Est-ce le signe d'une réflexion fondatrice, d'un doute, d'un épuisement? À chacun d'en juger. J'ai cédé à cette mode en créant, il y a déjà un certain nombre d'années, dans le cadre de ma chaire du Collège de France, un groupe de travail international qui édite les correspondances des romanistes européens de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Des romanistes, c'est-à-dire des spécialistes de philologie romane qui étudient l'apparition et le développement des langues issues du latin ainsi que les débuts des littératures dans ces langues au Moyen Âge. Le dernier volume paru tout récemment aux éditions d'El Galuzzo à Florence compte plus de 800 pages grand in octavo. Il contient la plus volumineuse et la plus importante de ses correspondances, celle entre Gaston Paris, 1839-1903, et Paul Meyer, 1840-1917. Elle a été éditée par Charles Ridoux avec la très active collaboration de Ursula Beller et Alain Corbellari. Pourquoi parler ici, dira-t-on, de deux savants obscurs travaillant dans un domaine obscur? D'abord parce qu'obscurs ils ne le sont pas. Ensuite parce que leur relation avait quelque chose d'original. Enfin, parce que leur correspondance, qui reflète leur vie scientifique, leur vie privée et leur implication dans les drames de leur temps, fournit matière à réflexion sur la question du savant dans la cité, qui est le sous-titre précisément d'un livre d'Ursula Beller sur Gaston Paris Dreyfusard. À leur époque, la philologie romane n'était nullement un domaine obscur. C'était une discipline nouvelle, en train de se forger une méthode rigoureuse, une discipline dotée d'un enjeu politique en ce siècle d'éveil des nationalités qui cherchaient leur identité dans leur passé, une discipline moderne qui montrait que nous ne pouvons nous comprendre tels que nous sommes en nous référant uniquement et directement à l'Antiquité classique, comme on le faisait alors, mais qu'il nous faut bien tenir compte de l'âge qui a vu naître nos langues et nos littératures. Du coup, les grandes figures de cette discipline n'avaient rien d'obscur non plus, en un temps où, de Guizot à Jules Ferry, en passant par Victor Duruy, les régimes successifs donnaient une vigueur nouvelle aux études et aux institutions universitaires et académiques. Gaston Paris et Paul Meyer passaient tous deux par la jeune école des Chartes, fondée en 1821, ont été en France et dans toute l'Europe d'ailleurs, non seulement les maîtres les plus respectés de leur discipline, mais encore des figures importantes du monde intellectuel et de la vie publique en France. Gaston Paris était professeur au Collège de France, dont il a été l'administrateur, directeur d'études à la toute nouvelle École pratique des hautes études, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, membre de l'Académie française. Paul Meyer était aussi membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et professeur au Collège de France, puis directeur de l'École des Chartes. Ils ont été, depuis leurs 20 ans jusqu'à la mort de Gaston Paris, des amis très proches, travaillant ensemble à la direction des deux revues qu'ils avaient créées, la Revue Critique, puis Romagna, qui existe encore. On a conservé 499 lettres échangées de 1861 à 1903, alors qu'ils étaient le plus souvent à Paris l'un et l'autre et qu'ils se voyaient au moins chaque semaine. Et ces lettres conservées montrent que beaucoup d'autres sont perdues. Paul Meyer, de 6 mois le cadet de Gaston Paris, était, quand ils se sont connus, plus avancés dans ses études à l'école des Chartes. Au début de leur correspondance, il lui donne des conseils avec d'autant plus de naturel que ce protestant rigoureux, exigeant, a conscience d'être le plus savant. Mais Gaston Paris fera une carrière plus rapide et plus brillante si on juge sur des critères purement extérieurs. Au début, il le doit à son talent, à sa science, mais
un peu peut-être aussi à son père, Paulin Paris, pionnier de leur discipline, membre de l'Académie des inscriptions et professeur au Collège de France, dans une chaire où son fils à peine trentenaire le remplacera plusieurs fois avant de lui succéder. Mais cette carrière, Gaston Paris la doit encore une fois à ses compétences personnelles, mais aussi à son caractère, qui est à l'opposé de celui de Paul Meyer. Une courtoisie bienveillante, une aisance de manière, de l'éloquence, tandis que Paul Meyer, sec, cassant, exigeant, ne laisse rien passer, ne transige sur rien, méprise les mondanités, tire gloire de s'y dérober et d'être incapable de faire un discours. Je ne sors pas de l'école normale, écrit-il dans une lettre. Alors, il dira un jour, savez-vous pourquoi Gaston Paris est meilleur philologue que moi? Parce qu'il sait danser. Une boutade, mais qui impliquait que sa propre supériorité, la seule authentique, restait dans l'ombre. Gaston Paris disait de son côté, Paul Meyer sait tout. Hommage sincère, mais qui insinuait que Paul Meyer faisait sentir sa supériorité. C'est cependant Meyer dont le style, dans ses lettres, a le plus de verve, de liberté, de fantaisie. Paris, qui sait adopter le même ton, est spontanément plus sobre. Paul Meyer, fier de ses compétences, écrit volontiers en anglais, italien, provençal. Gaston Paris un petit peu aussi, même moi. Il semble considérer, et Gaston Paris n'écrit jamais en allemand qu'il sait très bien alors que Paul Meyer le sait mal, alors que Gaston Paris écrit en anglais qu'il sait mal alors que Meyer le sait très bien. Bref, Gaston Paris, ou plutôt Paul Meyer semble considérer que ces langues qu'il utilise si volontiers, et surtout la dernière, le provençal, dans les mots bravent l'honnêteté, comme le latin selon Boileau. Il est dans sa jeunesse porté sur les femmes et il ne s'en cache pas. Gaston Paris se laisse peu entraîner sur ce terrain, sinon pour le mettre en garde. Plus tard, le ton change, surtout dans les lettres consacrées à la gestion quotidienne de Romagna. Celui de Meyer peut alors être acide, parfois brutal. Paris ne pense à rien, il oublie tout, il accepte par paresse ou faiblesse des articles qu'il aurait dû refuser, il relit ou renvoie mal les épreuves, il est aimable avec des imbéciles. Et le coupable souvent s'excuse de bonne grâce, parfois se défend, parfois en remontre à ce Paul Meyer qui sait tout mais peut quand même se tromper, et quelquefois se rebelle. Je cite, je retrouve sans plaisir dans votre lettre un ancien Meyer qui depuis longtemps ne m'avait pas apparu. Je me disais cela en lisant le début où vous me gourmandez un peu trop païdagogikos, comme un maître d'école, comme un instit. Il semble que plus Paris devient un personnage important, plus Meyer le rabroue comme un mauvais petit élève, lui faisant toujours le reproche implicite de se disperser et de chercher les honneurs. En 1875, sa lettre de félicitations à Gaston Paris, qui vient d'avoir la Légion d'honneur, est un modèle d'amicale perfidie. Mais, ami, il le reste. Il reste ami profondément, indéfectiblement. L'âge venant, les deuils et les joies familiaux sont l'occasion de lettres qu'ils disent autant que les lettres enjouées de la jeunesse. Il est cependant une brève période en 1872, où c'est Gaston Paris qui manifeste son mécontentement. Une chamaillerie, mais en lien avec la situation politique. Karl Bartsch, un collègue allemand, avait traduit en ancien occitan une chanson humoristique anti-française. Paul Meyer juge la France insultée et en fait une affaire d'État. Il se défend pourtant d'être nationaliste, il se dit fédéraliste. Il est très lié à Frédéric Mistral, il fréquente les faits libres. Mais depuis la guerre de 1870, où il a servi comme garde-mobile pendant le siège de Paris, il hait les Prussiens et il supporte mal ses collègues allemands. Gaston Paris, plus mesuré, plus élégant, reste fidèle à ses amitiés d'outre-Rhin. Et puis, il a étudié 2 ans à Bonn. Paul Meyer, qui préfère depuis toujours explorer les bibliothèques anglaises, riches en manuscrits français, peste quand il rencontre des Allemands à Oxford.
Ces querelles franco-allemandes, dans un domaine, celui de la philologie romane et des études médiévales, où les Allemands travaillaient beaucoup et où ils étaient souvent de première force, ces querelles ont eu un long retentissement sur ces disciplines, parfois au détriment de l'objectivité. Mais 25 ans plus tard, les deux amis se retrouvent unis pour la défense d'une même cause. Ils sont Dreyfusards et des Dreyfusards engagés. Paul Meyer est appelé à témoigner comme expert en écriture au procès de Rennes. Il démontre, avec sa fermeté habituelle, que l'écriture du bordereau n'est pas celle de Dreyfus. Dans une page célèbre de Jean Santeuil, Proust rend hommage à la rigueur et à l'indépendance d'esprit, je cite, d'hommes de science qui, par une pure question d'honneur professionnel, viennent dire la vérité, une vérité dont ils se soucient seulement parce qu'elle est la vérité qu'ils ont appris à chérir dans leur art. Il poursuit ainsi. M. Paul Meyer, à toutes les pressions, à tous les arguments de l'autorité militaire, opposera un certain nombre d'assertions sur certains déliés, certaines courbes, et conclura « Je jure que ce ne peut être l'écriture de Dreyfus ». 15 ans plus tôt, dans un registre infiniment moins grave, un autre romancier, futur Dreyfusard lui aussi et comment, avait relevé en Paul Meyer les mêmes qualités, ces qualités qu'il rendait difficiles à vivre. En 1881, dans Le crime de Sylvestre Bonnard, membre de l'Institut, Anatole France qui devait être élu à l'Académie française en 1896, le même jour que Gaston Paris. Bref, Anatole France montre son personnage, Sylvestre Bonnard, vieux chartiste, membre de l'Académie des inscriptions, en train de lire une nouvelle revue fondée par des jeunes gens, ses jeunes camarades. C'est peut-être la revue critique, mais plutôt Romagna. Il les loue de leur juste sévérité et il note que M. Paul Meyer souligne chaque faute d'un coup d'ongle incisif. Nous qui étudions le passé, nous avons la faiblesse d'en éprouver parfois comme un remords. Pas plus que Proust ou Anatole France, Paul Meyer et Gaston Paris ne se posaient la question. Le passé était leur vie. Ils appliquaient à son étude la même rigueur intellectuelle et morale qui guidait leur vie. Dans les lettres qu'ils échangent, il peut être question, à 3 lignes d'écart, d'Esterhazy et d'un manuscrit du XIIIe siècle, de Zola et d'un article à publier dans Romagna. Les deux sujets ont la même importance et ils sont porteurs de la même exigence.